Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Bonjour André Berkoff. Bonjour Christophe Bordet. Merci de nous recevoir dans un bar. Dans un bar. Écoute, en ces temps de Covid-19, il est important de recevoir dans un bar pour montrer que la vie continue, la résistance aussi. La résistance aussi. Absolument. Depuis un bar. Depuis un bar, mais tu sais que en 40, on se réunissait dans les bars déjà. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un parallèle justement, puisque vous en parlez, entre cette époque de 1940 et ce qui se passe aujourd'hui? On entend le président de la République, par exemple, dire « c'est la guerre contre le Covid ». Est-ce qu'on peut vraiment comparer les choses? Non, évidemment pas. Évidemment pas. Il ne faut quand même pas exagérer. On n'est pas attendu par la Gestapo à 6h du matin. On ne risque pas à 5h du matin de se voir taper à la porte en disant « venez », etc. Non, en comparaison n'est pas raison. Il ne faut quand même pas se la jouer résistant de ce point de vue-là. En revanche, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, je ne dis pas qu'ils l'ont voulu ou pas, il y a un management par la peur. Il y a une espèce de gestion de ce Covid, quelque part, avec au-delà des manques, des amateurismes, des hésitations, des faux pas, il y a une gestion par la peur qui me paraît quand même extrêmement mauvaise conseillère. Est-ce que cette gestion par la peur, à votre avis, va faire plus de mal justement que le virus en lui-même? Je crois que la peur effectivement fait toujours beaucoup de mal. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est qu'actuellement, vous aviez remarqué, Christophe, que jusqu'à présent, c'est vrai que la classe politique était déjà assez dévaluée, la classe médiatique aussi, mais la classe scientifique ou médicale gardait son prestige. Et là, avec cette espèce de fracturation énorme entre les médecins, les scientifiques, les chercheurs, etc., les gens ne savent plus du tout à quel virus se vouer ou ne pas se vouer, et chacun raconte son histoire, et c'est terrifiant. Pourquoi c'est terrifiant? Parce qu'au fond, la méfiance s'est installée. Faut-il vraiment des masques? Jusqu'où et où? À partir du moment où ils disent 22h ou pas 22h, avant 22h, le virus, il n'y a aucun problème. Après 22h, le virus devient offensif. Si vous êtes assis sur une terrasse de bar et sans masque, il n'y a aucun problème. Le virus ne touche pas les gens assis. En revanche, le virus touche les gens debout. Ça me rappelle le nuage de Tchernobyl qui ne traversait pas la frontière, comme chacun sait, et en vue que la France était ce beau pays, il avait contourné. Non, mais où on est? Cette espèce d'incroyable embrouillamini et de brouillard sur ce qui se passe, quand même, ne facilite pas les choses. Et je dois dire, le ressenti de la peur est quand même quelque chose de très fort. Moi, je pense, on est dans un bar, et je pense à l'histoire littéraire un petit peu, à Verlaine, à Apollinaire, qui adorait, par exemple, séjourner dans les bars, bien sûr, qui avait écrit des livres. Je ne vous compare pas à Verlaine. Peut-être pas le même talent, peut-être un autre talent, on va dire. Peut-être un autre talent, bon, oui. Rimbaud, Rimbaud, pourquoi pas. Non, mais est-ce que vous imaginez, si ces gens-là avaient vécu ce que l'on vit, avec le Covid, avec le masque, etc. Mais ce serait très grave, vous savez, Christophe, parce que la Révolution, rappelez-vous, en 1789, les Lumières, même avant, Diderot, d'Alembert, Voltaire, dans les bars. Molière, c'était au Procope. La Révolution, les Lumières, tout ça s'est fait dans les bars, dans les bistrots. On n'appelait pas ça un bar à l'époque, mais tout s'est fait dans les bars, avec leur pipe, leurs cigarettes, enfin tout ce que vous voulez, le hashish même, dans le cas de Baudelaire et compagnie. Donc le bar, c'est un lieu de socialisation. Et c'est ça le pire en ce moment, c'est qu'on est en train, non pas de tuer, je suis optimiste, j'espère qu'on va remonter tout cela, mais actuellement la socialisation est en panne. Vous savez, le problème, c'est qu'on a besoin de la socialisation. C'est quoi? C'est presque de rencontrer, de se toucher, de sourire. Vous voulez sourire comment avec un masque? Est-ce que je sais si je souris ou je ricane derrière mon masque puisqu'on ne voit que les yeux? Je veux dire, il y a un problème là, déjà. Bon, alors ils me disent oui, mais il faut, attention, principe de précaution, etc. Il n'empêche que c'est un vrai problème.
Et je veux dire que le bar, qui est une des bases de la société française depuis la Révolution, depuis les Lumières même, donc avant la Révolution, et ben aujourd'hui ça devient presque un lieu de conflit, quoi. Attention, zone dangereuse, zone à éviter à priorité. Vous avez le même discours que le professeur Raoult. Vous êtes un fervent défenseur de Raoult. C'est pas, c'est pas que je suis un fervent défenseur. Encore une fois, j'ai pas les compétences pour juger du protocole Raoult. Je n'ai aucune compétence médicale là-dessus. En revanche, quand il dit, et qu'il n'est pas le seul, et dans des dizaines de personnes disent, écoutez, un médecin traitant, c'est fait pour traiter. À partir du moment où on n'a pas encore la solution, eh bien, écoutez, examinons, est-ce que l'hydroxychloroquine que Buzyn a classé en substance vénéneuse dès janvier 2020, ça n'a tué personne. Alors peut-être que c'est pas bon, peut-être que ça sert à rien, peut-être que c'est un... Mais enfin, pourquoi on a empêché l'hydroxychloroquine et l'azithromycine? C'est ça que je comprends pas. Or, il y a eu des résultats quand même. Donc moi, je vais en disant, mais écoutez, laissons effectivement les médecins traiter, les médecins prescrire, et puis on verra bien le résultat, puisque vous n'avez pas d'autres résultats, puisqu'on a vu que le remdesivir, puisqu'on a vu que le reste, que le vaccin n'était pas encore au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, écoutez, laissez faire. Là, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de massacre à l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas l'arsenic ou le poison. Laissez faire. Non, pas du tout. On a tout arrêté. Et on a dit non, il faut attendre, il faut voir ce qui va se passer, etc. Est-ce que, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ou ce que vous laissiez entendre, pour vous aujourd'hui, les médecins, le monde médical est discrédité avec cette histoire de virus? Je dirais non, on ne peut pas dire discrédité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent et qui se battent très bien. Puis on ne peut pas dire que le monde est discrédité, le monde médical, pardon, mais il est, et c'est la première fois qu'on le voit autant divisé. Ouais. Alors il a été déjà divisé, bien sûr, mais là, si vous voulez, c'est un peu, c'est drôle, historiquement, pour moi, c'est l'affaire Dreyfus du virus, quoi. C'est vraiment, vous vous rappelez, quand il y avait ce match, ils en ont parlé, et les gens, le repas de famille se passait, ils en ont parlé, ils commençaient à se déchirer. Il y a ça, on voit très bien, même dans les repas comme ça entre copains, les pro-Raoult, les anti-Raoult, les ceci, bon. Ça veut dire quoi, simplement? Ça veut dire qu'il y a un véritable problème, dont on espère qu'il sera dépassé, on espère que tout sera un jour derrière nous. Hein. Mais en même temps, c'est vrai que la parole médicale, qui était avant quand même assez respectée, ou en tout cas assez écoutée, eh bien, il y a du mou dans la corde à nœud, comme on dit. On s'aperçoit ces derniers temps que les plus de 75 ans sont à nouveau les principales victimes du virus, de la Covid-19, et c'est une majorité des plus de 75 ans qui se retrouvent à nouveau en réanimation, même si pour l'instant il y a visiblement quand même beaucoup moins de morts aussi, parce que les médecins disent d'ailleurs qu'ils ont appris de la première vague, et puis la courbe n'est plus la même. Voilà, ils intubent moins, etc. Bon, voilà. La question qui se pose quand même derrière tout ça, moi j'aimerais avoir votre avis, parce que vous avez plus de 75 ans, donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'il faut laisser crever les vieux? Si demain vous avez le Covid, est-ce qu'il faut vous laisser crever? Écoutez, moi je crois qu'il faut laisser crever personne. Tant qu'on peut se battre, on se bat. Pour moi, je suis pour que la vie gagne, bien sûr que la mort gagne in fine. On va pas se raconter l'histoire. Tout le monde, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Donc, bon, on le sait, c'est pas nouveau. En revanche, l'histoire des vieux et tout ça, il y a eu quand même des choses étonnantes. On sait aujourd'hui que plusieurs morts marquées Covid n'étaient pas dues au Covid, étaient dues à l'Alzheimer, ou au cancer, ou au cardiovasculaire, avec Covid en plus. Oui, c'est ça, une pathologie, et sur cette pathologie vient se greffer. Voilà, et on a rangé quand même comme mort du Covid, énormément, presque un tiers, en tout cas en Angleterre et ailleurs, de morts qui n'étaient pas dues. Effectivement que le Covid a peut-être accéléré, mais qui n'était pas dû au Covid. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand même, on disait qu'au niveau mondial, plus de 3 milliards de personnes avaient été confinées, et c'est vrai que ça ne concerne pas que la France. D'ailleurs, si on regarde par exemple la Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que Boris Johnson soit un affreux gauchiste, qui est à la tête de la Grande-Bretagne, et pourtant, il a déjà décidé d'annuler les festivités de fin d'année. Il n'y aura pas de festivités en Grande-Bretagne à la fin de l'année. Est-ce que ça ne prouve pas tout simplement que le politique, où qu'il soit finalement, est complètement finalement désarçonné, ne sait absolument plus quoi faire, et donc on le taxe tout de suite d'affreux dictateur? Est-ce que Macron est un dictateur dans cette histoire de virus d'ailleurs?
pas dictateur. Je crois qu'il ne sait pas où il va. C'est-à-dire que s'ils avaient dit, en fait, et il ne peut pas le dire, il dit, écoutez, aujourd'hui, quand vous entendez des Toussaint, pas seulement Raoult, mais des Toussaint, des Péronne, puis Toubiana, et puis beaucoup d'autres qui disent, attendez, l'épidémie est finie. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas. Quand j'entends un infectiologue de l'INSERM, hein, c'est l'INSERM, c'est un des plus brillants infectiologues qu'il y a. Quand j'entends Péronne, qui à Garches, quand j'entends Toussaint, etc., qui vous disent, attendez, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui se passe? Les cas positifs que vous mettez, les cas positifs qui remontent, ce n'est pas les cas de malades. C'est les cas positifs qui sont asymptomatiques et qui ne vont rien charrier. Bon, alors après, regardez ce qui se passe. On sait aujourd'hui que les enfants ne transmettent pas la contamination, les gosses. On leur met des masques à 10, 11 ans, etc. Alors, ce qui fait que c'est ça le problème, c'est pas qu'il se comporte en dictateur, Macron, c'est qu'il est ballotté par le vent comme tout le monde. Et qu'il veut faire croire, vous savez, c'était Cocteau, la merveilleuse phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser. Ben, ils en sont là. On en est là. Est-ce que ça va justement lui jouer des tours pour 2022 ? Quel est votre sentiment? Parce que quand même, quand on regarde les choses, ouais. Bon, il y a le virus, Ouais. d'accord, il y a eu les gilets jaunes avant. Si on empile les problèmes, le manque de masques, etc., on se La dit, retraite, on se dit bon, l'addition à la fin, elle est quand même costaud, quoi. Voilà. Et c'est pas fini puisque on le sait, 1 million de chômeurs d'ici la fin de l'année, des TPE qui vont couler les unes après les autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que Macron paie l'addition, et paie l'addition sur le plan économique notamment. C'est-à-dire que les gens vont lui en vouloir, les Français vont lui en vouloir, parce qu'ils auront perdu leur boulot, parce qu'ils auront des salaires de misère, parce que la situation économique sera difficile. C'est peut-être ça qui va jouer. Ah bah, ça va sûrement jouer. Je vous signale simplement que j'avoue que le sort de Macron n'ont pas m'indiffère, mais moi ce que j'ai peur, c'est que c'est la France qui paye les dégâts. C'est que le pays soit dans une... Et ce n'est pas par sa faute spécifiquement là-dessus, non, par la faute de Macron. C'est que le pays paye très lourdement. Attendez, vous avez vu la dette, vous avez vu tout ce qui se passe au niveau de la dette et tout ça. Et puis la crise économique, vous avez tout à fait raison de le rappeler quand même, les TPE, PME, regardez les cafés, les bars, les restaurants, et puis les sous-traitants, et puis il y a un vrai problème. Et si vous voulez, on ne sent pas encore l'idée de dire, allez, on va remonter on va remonter le courant, on va foncer, on va refaire repartir l'économie, on va vraiment tout faire pour que l'économie reparte de toutes les manières possibles. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu encore, cette histoire lamentable de Bridgestone, quoi. Ah là là, ces Japonais, quel salaud de Japonais. Enfin, on a signé quoi avec l'Europe? On a fait quoi avec l'Europe? Où sont les droits, les taxes sur les tarifs import-export? Oui, puis en même temps, on veut moins de voitures et donc moins de pneus. Voilà, alors c'est très bien. Alors à ce moment-là, bien. Alors puisqu'on met les écologistes, plus de voitures, etc. Bah oui. Alors qu'on ne se plaigne pas. Bah, voilà. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et on a l'impression, c'est ça, je reviens à ça. Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on a des adolescents stagiaires. Vraiment. On a des stagiaires au pouvoir. Macron est un stagiaire. Ah, je l'ai dit il y a 2 ans et demi, je pense que Macron n'a pas fini son stage. Je vais vous dire, il y a eu un truc qui m'a vraiment frappé. C'est psychologique, c'est rien, c'est anecdotique. Comment un président de la République comme ça, il est, je ne sais pas où il était, dans quel pays là, il fait une conférence de presse sur la situation au Liban. En disant, ces salauds de gouvernement libanais. Et vous êtes libanais, il faut le rappeler à la base. Oui, enfin je suis... À la base. Je suis né au Liban, non, je ne suis pas d'origine libanaise, mais je suis né au Liban. Vous êtes né au Liban. C'est un pays de cœur, c'est mon pays de cœur, bien sûr. Mais c'est pas ça. C'est qu'il aurait pu faire ça pour la Cochinchine. Il a des comptes à régler avec les Libanais qui ne l'ont pas suivi, qui le règlent, mais il ne fait pas une conférence de presse en tant que président de la France, il n'est pas président du Liban. De quoi il parle? Je veux dire, et puis au lieu de parler de ce qui se passe en France, de la sécurité, on l'attend, etc., il y a quelque chose qui n'est pas de la mauvaise volonté, mais encore une fois, qui lui ressort de l'adolescence. De l'adolescence. Il pousse des gueules, des cris, c'est pas possible, oui, ça va pas, etc. Très bien, mais au-delà du coup de gueule et au-delà de l'humeur, qu'est-ce qu'on fait? Où est le cap? Encore une fois,
Est-ce qu'on met d'abord l'économie, et on se base sur l'économie d'abord, et effectivement, la ligne n'est pas facile, le chemin n'est pas facile entre l'économie et le virus, mais le dire. Écoutez, oui, il y a ce virus, on ne sait pas encore, on va se battre peut-être pour les vaccins, on va se battre pour autre chose, mais on ne peut pas laisser la France aller à la faillite et aller au vide comme ça. Alors, qui, André, à votre avis, qui en 2022 Je dis ça parce que les Français, enfin nous, on est comme ça. On a besoin d'un leader, on aime ça. Bien on sûr. a besoin d'un chef. C'est clair. Et c'est vrai que quand on regarde la situation aujourd'hui, on a un peu le sentiment que Alors je vais vous il dire, n'y a personne. Non, il n'y a personne. Aujourd'hui, André Berkoff président. Pourquoi pas? on avait fait une émission, Christophe, Ouais. là-dessus. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est terrible, c'est que l'époque est dure, mais l'époque n'a pas suscité les hommes. Alors il y a 3 choses qui ont joué, à mon avis. D'abord, la politique est très dévaluée, pour des tas de raisons. Que les gens les plus brillants préfèrent aller dans le privé où ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Et il y a eu ça aussi, deuxième raison très importante, la chute du collectif, la chute de l'individualisme roi, hein, comme l'enfant roi, etc., l'individualisme roi. La chute du collectif, il n'y a plus qu'est-ce qui fait France, qu'est-ce qui fait nation, qu'est-ce qui fait République, rien. Ou pas grand-chose, oui, on en parle. Ah, les valeurs de la République, le machin, le vivre ensemble, espèce de slogans qui sortent comme ça, qu'on salive tout le temps, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Rien. Moi, je suis très frappé de voir qu'en Amérique, ils se battent sur, oui, la nation, les valeurs. Même si ce slogan, ils se battent là-dessus, c'est très, 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 très important. Je veux dire que quand je vois que Trump, à tort ou à raison, prend pour juge une femme qui a 7 enfants, une catholique qui a 7 enfants, avec 2 Haïtiens adoptés et un trisomique, je veux dire, c'est un symbole. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un symbole. Où est nos symboles? Où sont nos symboles? Je ne veux pas de ça, mais qu'ils donnent nos symboles. Et aujourd'hui, nous avons une société émiettée. Émiettée en petites communautés, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient ceci. Chacun son petit truc et chacun son fonds de commerce. Nous sommes dans une espèce de formidable lieu géométrique de fonds de commerce. Chacun son truc. Et à part ça, on parle de la France. Mais qui parle de la France? Comme par hasard, vous avez marqué qui parle de la France? C'est un juif orané de Zemmour, c'est un copte égyptien de Messia ou d'autres. C'est incroyable. La chute, de Français. juste une chose Ouais. que je trouve très intéressante dans ce que vous avez dit, c'est la chute du collectif. C'est la chute du collectif. À ce absolument. propos, et quelque part c'est très questionnant, mais à ce propos, on reçoit, me semble-t-il, une sacrée leçon de la Chine, qui elle justement dit, c'est parce qu'on a joué collectif qu'aujourd'hui on se sort de ce virus. Mais c'est Alors sûr. que vous, occidentaux, vous n'êtes pas capables de vous en sortir parce que, justement, c'est l'individualisme qui prime. Ça fait mal là où je pense, quand Ça même, fait parce mal. que c'est quand même une dictature, la Chine. Hein. Bien sûr, Donc, c'est une dictature d'ailleurs, non, mais simplement la Chine. Et alors, est-ce que le problème, est-ce qu'on ne va pas tendre vers une démocrature? Vous savez, pour parler de démocratie, dictature. Bon, la Chine, on dit toujours, vous avez vu dans toutes les images, on dit, regardez, ils ont fait un hôpital, un immense hôpital à Wuhan en 10 jours. Oui, mais ils n'ont pas la CGT. Ils n'ont pas ils ont pas les 35 heures, ils n'ont pas tout. De quoi on parle, quoi. c'est une Tous dictature en rigoler. même temps. Hein. Oui, Travail mais jour et comme les nuit, bâtisseurs. pour Voilà. parfois rien. Donc, C'est-à-dire que la Chine a choisi un régime, il l'avait depuis longtemps. Oui. Il y a un parti unique, après enrichissez-vous. Allez-y les gars, faites du business. Mais parti unique, vous ne touchez pas à la politique. Donc rien à voir avec nous, c'est inapplicable. Beaucoup plus intéressant l'exemple de l'Amérique, et pour ça que les prochaines élections vont être passionnantes. on va en parler dans un instant. de ça, Ouais. oui, de- Donc, non, mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la France, c'est encore une fois où est le projet collectif. Alors, s'il n'y en a pas, qui disent, bon, ben, écoutez, les gars, mais là, on n'a rien à proposer, débrouillez-vous, on va au fil de l'eau, on essaye de parer au plus pressé, on met 2 cautères sur 3 jambes de bois, on essaye, avec une cuillère, de vider le marigot, et voilà. Alors, si c'est ça, eh bien, qu'ils le disent. Mais qu'ils ne nous fassent pas prendre les vessies du macronisme pour les lanternes du collectif. Alors on va parler un peu des États-Unis et de Trump aussi, évidemment, parce que Trump, vous l'avez rencontré il y a quelques années maintenant, dans la Trump Tower, justement. Tout d'abord, tiens, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce moment, comme sentiment profond?
C'était un type brut de décoffrage qui me parlait comme s'il n'avait rien à faire que je sois de Paris ou de l'Europe. Il me parlait comme un journaliste américain venu de Cincinnati. Ça m'a vraiment frappé. Il n'a, en aucun cas, il n'a parlé pour le style je parle à un gens qui vont au public européen. Il s'en foutait complètement. Il parlait comme s'il parlait à un journaliste américain. Et la meilleure preuve, c'est que 2 semaines ou 3 semaines après, l'écoutant à la télévision dans des meetings, il a repris mot pour mot des choses qu'il m'avait dit sur Paris, sur l'Europe, le Bataclan et compagnie. Donc voilà, il est brut de décoffrage. C'est quelqu'un qui n'a pas sur moi. Il dit voilà, moi j'ai fait ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Si vous reprenez son programme, il a exactement fait ce qu'il a dit. Pour le meilleur et pour le pire, enfin, avec des choses qu'il a réussi, d'autres qu'il a échoué. Mais c'est un type qui effectivement, et je vais revenir à Macron, parce que ce qui est intéressant dans Trump, comme dans les grands hommes d'État doivent trahir, au bon sens du terme et au sens noble du terme, les gens qu'ils ont élus. De Gaulle est arrivé au pouvoir par l'Algérie française. Il ne serait jamais revenu en 1958. On n'était pas allé les chercher. Qui sont allés les chercher? Les partisans de l'Algérie française. Sauf que quand il est arrivé au pouvoir, il a dit attendez les gars, moi je ne veux pas que colomber les 2 églises deviennent colomber les 2 mosquées. Moi il n'est pas question de faire. Il n'y a pas de 50 millions de musulmans en France. À tort ou à raison, en tout cas je ne juge pas. Et il a dit moi, l'Algérie est algérienne, et il y a eu ce qu'il y a. L'Algérie va par l'indépendance, c'est pas notre boulot. Parce qu'il avait la vista. Trump, milliardaire, multimilliardaire, bâtisseur de gratte-ciel, il aurait pu très bien, avec ses 2 jets privés, continuer à aller dans le monde entier, s'acheter des casinos, s'acheter des trucs. Il a fait 2 fois faillite ou 3 fois, il est revenu. Bon, et il s'est dit non, je vais m'occuper de l'Amérique, parce qu'il y a un truc à faire en Amérique. Et il a foncé. Et il a foncé avec les 3/4 des gens, y compris les républicains, qui étaient contre lui. Il ne faut jamais oublier que les 3/4 des républicains, c'était tout sauf Trump. Et je dirais un 3e exemple, Winston Churchill. Vous allez me dire, je ne prends pas les plus mauvais. Oui. Mais enfin, quand même. Winston Churchill, non, rappelez-vous, mai 40. Mais ce admirable film qui s'appelle Les heures les plus sombres. Mai 40, Churchill, la France est tombée. Il est bon, il n'y a plus personne, l'Europe, c'est fini, c'est allemand. Halifax et Chamberlain vont le voir, en les disant écoutez Winston, il faut discuter avec Hitler et Mussolini, sinon ils vont raser l'Angleterre, c'est pas possible. Il dit oui, mais il dit non, il faut je suis sûr qu'ils vont épargner, il faut discuter. Et Churchill, il se dit qu'est-ce que je fais, un truc. Et puis il dit, et alors attendez, il appelle Roosevelt, mai 40, il lui dit écoute Roosevelt, envoie-nous des armes, des avions, des trucs, l'Amérique. Et puis non, je suis neutre. C'était avant Pearl Harbor. Non, moi je fais rien, je n'interviens pas, je suis désolé, cher Winston, je n'interviens pas. Le mec est seul. Le mec est dans un truc où il se dit on va me raser. Et il dit je vais me battre. Parce que pourquoi? Et on revient à Macron et à tout là. On ne négocie pas avec un tigre quand on a la tête dans les mâchoires du tigre. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est valable pour la sécurité, c'est valable pour l'ensauvagement, c'est valable pour l'économie, c'est valable pour tout. Si tu ne mets pas une barre en disant au-delà de cette limite, vos tickets les bleus valables, les gars, il y a des règles, et c'est des règles, il faut les appliquer, c'est tout. Sinon, tu bavasses, tu fais ce que j'appellerais, comment dirais, de la sodomie de coléoptère. De la sodomie de coléoptère. Oui, c'est intéressant comme oui. Pour le dire enculage de mouche, je préfère sodomie de coléoptère. D'accord. Ça fait quand même plus littéraire. Ouais, Voilà. Je veux dire. Cela étant, Churchill, avant ce moment-là, est un petit homme politique. Absolument, mais on se révèle. C'est ça qui est très intéressant dans le destin. Alors est-ce que Macron peut encore se révéler? Bonne question, j'en sais, j'espère, mais franchement je ne sais pas. Je ne vois pas, parce qu'il est quand même à 3 ans et demi déjà. Il avait tout. Il avait tout. Il a le Parlement, il a la justice. Enfin, c'est bien qu'en France, il n'y a plus les 3 pouvoirs. C'est de la rigolade. Et ça, De Gaulle a fait en sorte, il a fait le costume pour lui. Enfin bon, quoi, je veux dire, l'Assemblée nationale, surtout depuis Chirac et Jospin, quand les élections législatives arrivent après l'élection présidentielle, tu as une chambre à ta botte. Bon, et la justice, n'en parlons pas. Bon, voilà. Donc, il a tout, Macron. Il a tout. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Il a tout. Il est beaucoup plus puissant que Trump. Je parle respectivement à propos des pouvoirs de son. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attendait? Il a peur de quoi? Je veux dire, franchement, quand on a une telle somme de pouvoir, qu'est-ce qu'il attend?
Qu'est-ce qui l'empêchait de dire, du point de vue des incivilités, de l'ensauvagement, parce que la sécurité, ça joue. Qu'est-ce qu'il attendait pour voir? Qu'est-ce qu'il attend pour voir, par exemple, que la fraude sociale que Charles Prats, à juste titre, met à 50 milliards d'euros par an, 50 milliards d'euros par an, qu'est-ce qu'il attend? Le trafic de drogue, je veux bien que ça fasse, tout le monde est content, 3 milliards de drogue, qu'on ne me dit pas qu'on ne peut rien faire. Que les territoires perdus de la République, on ne peut rien faire. Alors si on ne peut rien faire partout, eh ben on a le résultat qu'on a. Trump, pour revenir à Trump, il va être réélu? J'en sais rien. Je pense que la chance qu'il a, c'est d'avoir Biden en face de lui. Qui est... Vous êtes moqueur en disant ça, je trouve. Écoute, Biden... C'est vrai qu'il a l'air moins en forme que vous, Biden. Je trouve, personnellement, mais... Biden est... comment te dire? Biden, c'est Jeanne Clément, tu vois. Oui. Voilà. C'est dur Jeanne Clément, comme image. Ouais. Il devrait déjà s'acheter des viagers, mais enfin, à mon avis, comme il est très riche, il n'a pas besoin de ça. Oui. Non, mais Biden... Non, mais à votre avis, il va être élu, quoi. C'est ça, en fait, vous êtes en train de dire. C'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Non, on ne peut pas affirmer les choses, mais il faut savoir que si Biden est élu, c'est Kamala Harris qui dirige les États-Unis dans 6 mois, 1 an. Oui, qui est le numéro 2, derrière numéro Biden. 2, absolument. Qui est qui, elle, beaucoup plus jeune est que lui. gaucho, voilà, et qui en veut, mais alors, elle, voilà. Donc, et je vais te dire, ça amène à, effectivement, ces élections américaines sont plus importantes pour nous, enfin, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que, en fait, on va avoir chimiquement pur le progressisme mondialiste contre le patriotisme populiste. C'est vraiment ça. Et c'est la ligne de clivage qui est en Europe, elle traverse partout, là. Donc, c'est très intéressant. Trump, c'est le patriotisme, souverainisme populiste, et les Biden, enfin ceux qui sont surtout derrière, c'est le mondialisme absolument communautariste, segmenté, inclusif, et allez-y, tous vos. La mondialisation, elle a pris un coup quand même, là, non? Elle a pris un coup, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Écoute, non, elle a pris un coup. On l'a vu qu'elle n'était pas heureuse, comme disait le brave Alain Minck, mais elle est là. La mondialisation ne s'est pas du tout fragmentée. La mondialisation va toujours exister. Le problème est de savoir si on va vers des blocs souverainistes de pays. Par exemple, qui résiste en Europe aujourd'hui? À tort ou raison, c'est l'Europe de l'Est. Pourquoi l'Europe de l'Est? Parce qu'ils ont connu le communisme. Ils n'ont pas envie de retrouver d'autres tyrannies comme ils ont eu la tyrannie de l'URSS. Pourquoi ils sont comme ça, la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, etc., etc. C'est ça. On a parlé de Macron, on a parlé de Trump, et j'ai envie qu'on parle un peu de vous. J'ai envie qu'on parle un peu de vous parce que sur Twitter, vous tweetez beaucoup, évidemment, et puis beaucoup de gens vous répondent, commentent ce que vous tweetez, etc. Et aujourd'hui, vous êtes considéré quand même comme un type d'extrême droite, on va dire. Pour résumer, c'est un peu ça. Bon, oui, ça alors, fait rigoler, alors je ne sais pas si non, mais... faut en rire ou en pleurer, je ne sais pas. Je me dis simplement, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre parce que vous avez été un proche de Mitterrand. Oui, vous avez passé quand même beaucoup de temps à l'Élysée sous Mitterrand. Ben, c'est peut-être pour ça que je suis d'extrême droite. Ah faut dire que Mitterrand, Attendez, ouais, il y avait un passif, mais... Mitterrand, je rappelle quand même qu'il a fréquenté René Bousquet, le chef. Oui, il y avait un passif. Bon, Mitterrand était à gauche comme moi je suis pape. Non, moi je veux dire, j'ai grandi à gauche. D'abord, il faut le dire. Mon père était communiste, presque stalinien. J'ai commencé à lire à 10-15 ans toutes les revues du Parti communiste, Démocratie Nouvelle et compagnie. Après, il y a eu la période gauchiste 68 arde que j'ai connue, bien sûr, mais j'ai jamais fait partie des... Pourquoi? Parce que j'ai toujours été frappé, et ça reste ça, c'est pour moi, la cohérence, c'est est-ce que tu vis selon tes idées, ou tu salives d'un côté et tu vis de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai trop vu de gens salivant à gauche et vivant selon leur portefeuille ou selon leurs intérêts et leur carrière. Moi, ça n'a jamais été mon cas. C'est pour ça que quand on me dit que je suis d'extrême droite, ça me fait rigoler. Je m'en fous. C'est-à-dire, tu sais, quand on me dit, c'est la fachosphère, je dis passer pour un facho aux yeux d'un gaucho est une volupté de fin gourmet. Les crétins, chacun fait son étiquette, comme ils n'ont rien d'autre à faire qu'ils fassent leurs étiquettes. Non. Moi, je crois vraiment, et je préfère discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais dont je sais que la vie est en cohérence avec ses idées, que quelqu'un qui a une espèce de faux cul et d'hypocrite, c'est ça que je ne supporte pas,
qui raconte des trucs, mais qui ne vit pas du tout en harmonie, ou en tout cas en cohérence avec ses idées. Ça, et je ne supporte pas les deux poids et deux mesures, et je ne supporte pas l'hypocrisie. Et or, c'est peuplé aujourd'hui, surtout dans nos métiers médiatiques, le nombre de faux culs, mais un peu partout. C'est eux qui se disent, oui, moi le camp du bien, etc., etc. Par exemple, je ne citerai pas des noms, mais les gens qui te disent, oui, les immigrés, accueillons-les, sauf pas chez moi, hein. Accueillons-les, mais ailleurs. Hein. Alors, chez moi, j'ai pas le temps, tu sais, je peux pas, je reçois des gens, etc., on l'a vu. Et partout. C'est ça que je ne supporte pas. Donc, moi, je ne me sens absolument pas d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Je me sens dans une espèce de, comment te dire, c'est idiot, de bon sens, quoi. Enfin, ce que j'estime être du bon sens, et dans une cohérence qui n'a rien à voir avec les étiquettes et les extrêmes, etc. C'est-à-dire, je ne supporte pas aujourd'hui cette espèce de chape de plomb, comment te dire, de bisounours qui dit mais non, il n'y a aucun problème en France, il n'y a pas de problème, comme je ne supporte pas les racistes, au sens raciste du terme. J'ai été élevé au Liban, Christophe, il faut en parler. Moi, le Liban m'a définitivement vacciné contre le racisme. Pourquoi ? Parce que je me rappelle très bien qu'aux fêtes de Noël, les juifs, chrétiens, musulmans, des amis, on allait tous à la messe de Noël. Il n'y avait aucun problème. J'ai grandi avec une mosquée qui était en face de moi, avec un muezzin. Je connais la prière musulmane par cœur. Je ne suis pas musulman. Et ce n'était pas du tout perçu comme quelque chose d'agressif ou de conquérant à l'époque. Donc moi, c'est vrai que ça joue. Je ne dis pas que tout le monde a eu bonne expérience, mais ça, c'est quelque chose qui a joué. Donc je ne supporte pas le racisme, et je ne supporte surtout pas les gens qui font fond de commerce de l'antiracisme ou du racisme. Et il y en a beaucoup. Et je ne supporte pas ces épiciers, ces petits épiciers d'ailleurs, c'est une insulte aux épiciers de les appeler comme ça, qui font, si tu veux, de la retape et qui font le trottoir sur leur soi-disant idéologie. Dernière chose, je vous écoute là, et j'entends une petite musique derrière tout ça. J'entends un André Berkoff qui a mal à sa France. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. Non, vous avez tout à fait raison. Quand je dis mal à sa France, c'est-à-dire que moi j'ai mal au fait que, dans mon enfance, mon adolescence, la France c'était le petit tambour-bara, Gavroche, Coderlo de Laclos, Rimbaud, Verlaine, tout ce que vous voulez. Enfin, une espèce de chose qui était ceci, qui était quel que soit d'abord le style, je ne parle pas par valeur, mais je ne vais pas dire hiérarchie, le style, la furia francese, et puis, par exemple, ce que Edmond Rostand appelait le panache, vous savez, le dernier mot de Cyrano de Bergerac. La France de panache, la France de Gavroche, la France de Napoléon, la France de gens qui disent, bon, on croyait que c'était impossible, ben c'est pour ça qu'on l'a fait, etc., etc. Et cette France-là, alors vous allez me dire, je prends les héros, mais c'est-à-dire, il y avait ce côté formidablement à la fois jouissif, à la fois libertin et croyant, à la fois religieux et athée. On avait tout inventé, c'est-à-dire l'esprit critique, les renaissances, les lumières, c'est-à-dire que les Voltaire et Diderot allant chez les putes et puis écrivant encyclopédie. Voilà, c'est ça la France, je veux dire. Et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est fini, je ne dis pas « ah, c'était mieux avant ». Voltaire, je ne suis pas connu. Mais il y a une médiocrisation, c'est ça qui m'énerve. Et j'espère, parce que je suis optimiste, et il y a quand même des gens de talent et des jeunes qui font des choses formidables, je pense que, non pas ça peut revenir, on peut inventer autre chose, mais qu'il y ait cette intensité, cette furia francese, comme on dit, ce panache, et ce style, voilà, je veux dire qu'on retrouve par exemple dans Le Sage en hiver avec Gabin et Belmondo, qu'on retrouve chez Audiard, et je trouve que honnêtement aujourd'hui on ne s'en tirera pas s'il n'y a pas, alors on est en 2020, il ne s'agit pas de retrouver les fantômes du passé, mais si on ne fait pas collectif, s'il n'y a pas une représentation de quelque chose qui s'appelle la France, ou qui s'appelle la nation, ou qui s'appelle ce que vous voulez, mais qui fasse collectif et qu'on se dit oui quand même, on est de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre les autres, bien sûr pas. Merci André pour cette causerie, en tout cas. Et puis alors vive les bars. Hein. Et voilà. Bon, on va trinquer pour les bars, vive les bars. Allez.